République démocratique du Congo, à travers son ministre de Finances, occupe désormais la présidence du groupe 2 de 23 pays africains, membres des institutions des Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le gouvernement congolais a rassuré les fonctionnaires de l'État au cours d'une réunion présidée par les vice-ministres en charge de la fonction publique de son engagement de payer les arriérés de février et le mois de mars. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. La République démocratique du Congo, à travers son ministre de Finances, occupe désormais la présidence du groupe Afrique 2 de 23 pays africains, membres des institutions de Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à l'issue des réunions annuelles de ces institutions, et la présidence de la République démocratique du Congo ira jusqu'en avril 2024. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a pris la présidence du groupe Afrique 2 de 23 pays africains, membres des institutions de Bretton Woods, pour le compte de la République démocratique du Congo jusqu'en avril 2024, en marge des assemblées des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le ministre Nicolas Kazadi, qui occupe la présidence au nom de la RDC, a dans son intervention rappelé l'objectif de ce forum, à savoir la consolidation de la solidarité des pays membres dans la quête des solutions aux différents défis auxquels les pays membres et les deux organisations des Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le FMI, sont confrontés. Lors de cette réunion, l'Américain Ajay Banga, candidat au poste de président de la Banque mondiale, a partagé avec les membres du groupe ses vues sur les grands enjeux de développement et sur le rôle de la Banque mondiale dans un monde en pleine mutation. Parmi les sujets abordés, un accent particulier a été mis sur la capacité de la Banque mondiale à redresser les défis spécifiques de l'Afrique, tels que l'investissement dans l'énergie, l'emploi des jeunes, la paix, l'accès aux ressources, la justice et l'équité dans la transition énergétique. Pour examiner en profondeur toutes ces questions qui ont fait l'objet des échanges, le groupe réunira le caucus africain en juillet 2023 à Sal au Cap-Vert, en prélude aux assemblées annuelles qui auront lieu en octobre 2023 à Marrakech au Maroc. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, s'est entretenu jeudi 13 avril 2023 avec l'ambassadeur extraordinaire et chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chantenier. À la tête d'une forte délégation, les diplomates européens étaient venus rencontrer le vice-premier ministre pour échanger sur les questions liées à la coopération militaire entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Commentaire de Patrick Lumbala. Parmi les sujets abordés par cette délégation de l'Union européenne, conduite par le chef de l'UE en République démocratique du Congo, auprès du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, le désarmement et la démobilisation du M23. Écoutez, nous soutenons tous les efforts de paix et de sécurité, les processus de Luanda, le processus de Nairobi. On a beaucoup parlé d'ailleurs avec le vice-premier ministre du programme de désarmement, démobilisation. Il faut bien sûr que le M23 se retire des positions qu'il occupe maintenant, il a commencé à le faire, mais il faut aussi qu'il soit caserné, il faut qu'il soit désarmé, il faut qu'il soit démobilisé. Et donc nous sommes en discussion, voir comment nous pouvons au mieux appuyer la République démocratique du Congo dans ses programmes. Écoutez, très positif, je pense qu'on est dans le cadre d'un dialogue vraiment partenarial. Nous pouvons apporter des choses. Et de son côté, il peut apporter des choses, donc nous sommes vraiment dans une logique de co-construction pour appuyer bien sûr le retour à la paix et à la sécurité, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo. Faisant allusion à la coopération qu'entretient l'Union européenne et le ministère congolais de la Défense et des anciens combattants, le diplomate européen a indiqué que la RDC et son organisation sont engagés dans plusieurs programmes d'appui. D'abord, c'était une visite de courtoisie que je me devais de lui rendre suite à sa nomination, parce que nous travaillons de façon très étroite avec le ministère de la Défense congolais. Nous avons de très nombreux programmes d'appui, notamment le programme d'appui à la construction du nouveau ministère de la Défense, des programmes d'appui à la formation, à la gestion. Nos États membres participent, la France et la Belgique, à des programmes de formation opérationnelle. Donc c'était pour moi l'occasion de l'écouter sur ses priorités, sur ses ambitions pour la réforme des FRDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire avec lui. Cette visite de courtoisie a été la première rendue par la délégation de l'Union européenne
au vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale. Et puis lors du dernier point de presse du ministère de la Communication et Médias autour du nouveau code de numérique, plusieurs questions ont été abordées, dont celles liées à l'exonération en faveur de médias en ordre. Fulgence Milay nous en parle. Il faut qu'on convienne. Au cours de cette adresse à la presse, axée notamment sur les nouveaux codes numériques, les porte-paroles du gouvernement a signifié que les nouvelles réglementations prévoient des exonérations au-delà de l'aide directe à la presse. Ce que nous avons fait dans la loi, c'est que nous allons mettre en place un système, nous allons accorder des exonérations. Bon, je ne sais pas quel type d'exonération il faut accorder aux médias en ligne, peut-être sur des ordinateurs. Nous aurons des discussions appropriées sur le sujet pour voir comment cela se met en œuvre, au-delà de l'aide directe à la presse qui n'est pas à confondre avec les exonérations. Pour ce qui concerne l'aide, il faut qu'on convienne. L'État ne peut donner de l'aide qu'à une institution qu'il connaît. Ça veut dire que les médias doivent être identifiés et en règle avec la loi, et en ce moment-là, nous ferons un effort pour nous assurer que cela se fasse. Mais pour ce qui concerne les exonérations, les droits de douane, nous prendrons le moment venu un arrêté interministériel avec mon collègue de finances pour nous assurer que la loi que nous avons adoptée, c'est la loi qui nous permet de devenir des médias viables, qui permettent aux employeurs de payer les journalistes et qui permettent aux journalistes d'être plus indépendants et de se sentir protégés. L'idée ici est de sécuriser et d'assainir la sphère médiatique en République démocratique du Congo. Et puis le ministre du numérique Désiré Cachemire Kolengele Eberand a fait savoir le jeudi lors de ses points de presse sur le code du numérique que le projet portant création d'un data center national, infrastructure dédiée à la sauvegarde de toutes les données nationales, a été proposé et adopté lors des précédents conseils des ministres. On écoute. L'importance de cette question de la donnée. La donnée, comme disait l'autre, c'est l'or de demain. Les minerais vont s'épuiser un jour. Le pétrole, les gaz, ça va s'épuiser un jour. Mais les données sont perpétuelles. Tant que nous avons la vie, nous allons sécréter tout le temps des données. Et donc, il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, le monde a atteint la dimension de la marchandisation, n'est-ce pas, des données. C'est-à-dire, vous pouvez vendre les données, vous pouvez en faire aujourd'hui quelque chose qui vous donne des revenus. Certains pays, comme l'Estonie, qui n'est pas très grand, c'est un petit pays en termes de superficie, mais qui a un budget plus important aujourd'hui. Quelle est leur matière première? Qu'est-ce qu'ils vendent à travers le monde? C'est la donnée. La capacité de stocker. Les GAFAM, les consorts qui ne peuvent pas stocker chez nous pour X raisons, mais stockent là-dedans. Et ce stockage-là est un service qui rémunère, qui apporte beaucoup dans le budget de l'État de ces pays. Au cours du même point de presse, le ministre du numérique Désiré Cachemire Eberand est revenu sur la nécessité de valoriser les données numériques, lesquelles sont considérées comme une matière perpétuelle pouvant constituer une source génératrice des revenus au pays. Disposer des infrastructures qui assurent la souveraineté suppose que vous mettez la main dans la poche. Suppose que l'État investit. Ce sont des investissements réellement rentables. Et je peux vous dire qu'au niveau du numérique, nous avons déjà eu à proposer et faire valider d'ailleurs au Conseil des ministres dans le cadre de projets importants du numérique, notamment pour le stockage, la mise en place du data center national. Eh bien, ces projets-là restent encore pendants. Nous avons déjà réalisé les études de faisabilité. Il ne reste plus maintenant qu'un problème de budget. Et rassurez-vous, vous en savez certainement, que ce genre d'infrastructure ne se négocie pas à 1 franc congolais près. Ce sont des infrastructures qui vous coûtent des millions de dollars. Nous pouvons en avoir jusqu'à 100 millions et pourquoi pas plus. Mais ce n'est pas que le pays ne peut pas se doter de cela. Aujourd'hui, le gouvernement a levé l'option ou le principe que si nous n'avons pas encore notre propre budget pour le financer, nous pouvons passer par un partenariat. Et le ministère a eu effectivement, jusque-là, a déjà signé un certain nombre de partenariats. Pour des raisons de confidence, comme on est encore là, je ne pourrai pas m'étaler longtemps sur ça, mais rassurez-vous que nous avons trouvé des partenaires qui acceptent de financer avec un montage financier qui permet également d'avoir aussi un plan de remboursement, n'est-ce pas, de cet investissement à travers ces mécanismes.
Dans le reste de l'actualité, la synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo s'est réunie ce vendredi au ministère des Affaires étrangères autour du thème la réduction du train de vie des institutions de l'État pour une redistribution équitable des revenus nationaux. Plusieurs points ont été développés au cours de cette rencontre. Philo Chiloba et Petit Njita. Il était question autour de cette assemblée générale de la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC d'établir sur la réduction des trains de vie de l'État. Fabien Zoko, porte-parole de cette synergie, revient sur le bien fondé de cette assemblée générale. 3 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir la réduction du train de vie de l'État pour une justice distributive, la définition d'une politique salariale au profit des agents de l'État, l'impérieuse nécessité de la mise en place d'une synergie fédératrice des agents, cadres et fonctionnaires de l'État. L'occasion était propice pour la synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo de formuler quelques recommandations au gouvernement congolais. Les agents, cadres et fonctionnaires de l'État réunis en Assemblée générale recommandent au gouvernement de la République ce qui suit. Engager des réformes administratives courageuses réduisant la taille du gouvernement, du Parlement, des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux, des représentations diplomatiques à l'étranger, des entreprises publiques. Réduire et rationaliser les dépenses publiques, surtout en matière des émoluments dus aux animateurs des institutions. Supprimer les subventions versées aux entreprises. Appliquer le budget de l'État dès le mois d'avril 2023. À noter que plusieurs intervenants des différents syndicats ont présenté leur cahier de charges à l'assistance en vue de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs au service public. Et puis le gouvernement congolais a rassuré les fonctionnaires de l'État au cours d'une réunion présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou de son engagement de payer les arriérés de février et mars après avoir enregistré quelques retards pour quelques-uns, une nouvelle qui a ému les syndicalistes qui ont demandé ce vendredi son application. Regardez. Lors de ces échanges en présence des vice-ministres des Finances et du Budget, il était question pour la partie gouvernementale de donner une information fiable sur les glissements enregistrés dans la paie des fonctionnaires des mois de février et mars. Selon le gouvernement, les dépenses exceptionnelles dues à la situation sécuritaire de l'Est ont causé les glissements de la paie des mois de février et mars. Cependant, le gouvernement a rassuré les syndicalistes au cours de cette réunion de la mise en œuvre du mécanisme devant garantir la régularité de la paie des fonctionnaires. Une nouvelle que le syndicaliste salue et demande son implication. Avec joie, nous avons accueilli cette nouvelle parce que, comme vous savez, l'institution syndicale, mieux les syndicats, nous travaillons sur la base de la politique sociale. Qui dit politique sociale dit panier de la ménagère. Et c'est fait que nos amis, agents et fonctionnaires de l'État, viennent de purger quelques bonnes semaines de difficultés, faute de paiement, parce qu'il est connu que les salaires sont payés pour des raisons alimentaires. Avec la situation qui est arrivée, c'était un peu difficile, mais bon, la réunion d'hier a vraiment a été plutôt une bouffée d'oxygène pour tout le monde, et nous avons apprécié à sa juste valeur, et nous sommes dans la joie d'ailleurs. Notre pays fait face à beaucoup de problèmes. Il y a la guerre à l'Est, il y a les problèmes des recettes de l'État qui font encore des problèmes, il y a des yo-yo dans notre situation financière avec les taux d'échange qui est déjà presque 22 aujourd'hui, 22,5 et ailleurs 23. Donc voyez-vous, il y a un faisceau de facteurs que nous ne saurons pas ici évaluer, qui pratiquement entre en ligne de compte et qui justifie cet état des choses. Nous demandons l'application de la décision, en fait de l'assurance donnée, parce qu'il y a une chose assurer les gens et une autre matérialisée. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Les agents et fonctionnaires ne sont que là à attendre, ils attendent. Il s'est de noter que le ministre de la fonction publique a été mandaté par le gouvernement pour réunir les délégués syndicaux de l'INAP afin de dissiper les malentendus sur les retards constatés dans la paie des fonctionnaires de l'État. Et enfin, depuis l'incendie de la boulangerie Pain Victoire, une des plus importantes qui compte Kinshasa, les commerçants qui s'y procuraient cette denrée alimentaire se trouvent dans l'embarras. Certains obligés de se tourner vers d'autres boulangeries, mais non, sans difficulté. Ils ont pris la parole, c'est jeudi. Regardez.
Depuis l'incendie de la boulangerie Pain Victoire, les consommateurs quinois de ce produit alimentaire remarquent une certaine carence de cette denrée. Un vide laissé par la dite boulangerie et qui tombe comme une aubaine pour d'autres qui voient leur clientèle s'égonfler. Depuis que nous avons connu une coupure d'électricité, nous en souffrons énormément. On se déplace à des si longues distances pour acheter le pain. Cette situation de pénurie de pain fait le bonheur de certaines sociétés de panification, car la demande est devenue de plus en plus grande. Et ça fait le bonheur de ces sociétés. L'achat de pain est exigé en prix de vente cash. On achète une bague de pain à 4 500 et on en tire de profit que de 1500. C'est ce qui n'est pas le cas pour leurs abonnés. Mais maman na bango oya commande. Baza na bénéfice na 2000 francs na bague moko. Il n'y a pas de pain en raison de la panne technique qui a connu notre transformateur de courant électrique. On en souffre énormément. Nos activités ne tournent plus. Il est ainsi demandé aux boulangeries encore opérationnelles, non pas seulement d'améliorer la qualité de leurs produits, mais aussi de rendre plus accessible leurs services pour les arrivants. Place à présent à la revue de presse, lue et sélectionnée par Fulgence Milaï. C'est l'heure de la revue essentiellement économique sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, bienvenue. Commençons avec les tri hebdomadaires des informations générales EcoNews qui écrit à sa page numéro 10 « Alerte du FMI, poussé par la Chine et les États-Unis, l'endettement mondial remonte ». Après 2 années de baisse grâce à la reprise économique et l'inflation, le dette publique des États devrait, au niveau mondial, repartir à la hausse pour retrouver en 2028 les niveaux observés durant la pandémie, a alerté mercredi le Fonds monétaire international. En cause principale, la forte augmentation de la dette de la Chine et des États-Unis explique les rapports sur les politiques budgétaires, le Fiscal Monitor publié par l'institution. En cause, une hausse du taux d'endettement de la majorité des pays développés et émergents, à la notable exception de la zone euro. La Chine et les États-Unis sont particulièrement concernés, les ratios d'endettement par rapport à leur PIB devant atteindre respectivement dans 5 ans 100% et 135% de niveaux jamais observés jusqu'ici par les deux pays. Pour la Chine, cela représentera même un doublement de son niveau d'endettement pré-pandémie, a souligné les Fonds monétaires international. Les quotidiens rajoutent hausse de l'endettement en France. Sans changement dans l'ère politique budgétaire, les 2 premières puissances économiques représenteront d'ailleurs la majorité de la hausse cumulée d'ici à 2028. Les FMI soulignant qu'une fois ces 2 pays non pris en compte, les taux d'endettement mondial va au contraire diminuer. Il se renchérit en notant les pays en développement dans l'impasse. Alors que la croissance mondiale devait être plus faible que prévu, laissant présager un ralentissement économique mondial, les pays en développement sont confrontés à une dette croissante et à un soutien international insuffisant, a alerté mercredi l'organe des Nations Unies en charge des commerces et du développement. Face à des niveaux de surendettement sans précédent, la Conférence des Nations Unies sur les commerces et le développement appelle à un programme économique international audacieux afin d'éviter une nouvelle décennie perdue pour les pays en développement. Poursuivons avec Forum des As qui dans sa 10e page note hausse des prix, embouteillage, impayement, les Quinois n'en peuvent plus. La météo socio-économique est vraiment nuageuse à Kinshasa. Depuis que le roi dollar a repris son droit de cité sur la devise nationale, les francs congolais, les prix des biens de première nécessité ont pris l'ascenseur. Partout, les ménageurs ne font que pousser des cris de détresse. Au retour des marchés, et ce sont les lamentations. Manger simplement devient un casse-tête pour plusieurs familles en République démocratique du Congo, car certains produits ont doublé, voire triplé des prix. C'est le cas par exemple de l'aubergine qui est passée de 50 francs la pièce à 250 francs congolais. La tomate de 50 francs congolais à 150 francs congolais. Cette flambée des prix est constatée même dans les marchés des quartiers périurbains tels que Matadi-Kibala, Kingasani Asuka, Bibois et que sais-je encore, s'interrogent les quotidiens. Concernant les surgelés et autres produits importés, la hausse est plus qu'extraordinaire.
Alors que les gouvernements avaient annoncé Irbi et Orbi il y a quelque temps, la baisse du prix d'un carton de chinchard communément appelé Piodi et celui des poulets, la situation sur les marchés est tout à fait le contraire. Même les prix des produits locaux qui n'ont rien à voir avec la devise américaine ont grimpé de manière inexpliquée. Cette surchauffe des prix sur les marchés est due principalement au fait que les Congolais vivent plus dans la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. 90% des biens consommés sont importés. Dans certains de ces rapports, la FAO a souvent stigmatisé le fait que la RDC, avec ses 80 millions de terres arables, qui auraient dû assurer la sécurité alimentaire de sa population et nourrir une grande partie de l'Afrique, dépense chaque année près d'$1 milliard américains pour importer les biens de consommation au lieu d'investir cette enveloppe importante dans la production agricole. L'une des conséquences de cette situation est l'insécurité alimentaire dans laquelle vivent les Congolais dans certains coins du pays, même dans certains bas quartiers de Kinshasa, alors que la RDC est dotée de potentialités agricoles et halieutiques fabuleuses. À cette instabilité alimentaire s'ajoute la kyrielle d'embouteillage à laquelle font face de nombreux automobilistes et piétons qui empruntent les routes de la capitale. Le matin, les soirs, tout comme la journée, les embouteillages sont toujours monstres, provoquant des stress indescriptibles. Lisons à présent le libre débat qui note dans sa 13e page « Le ministre des Finances veut emprunter 70 millions de dollars pour payer les urgences de l'État ». Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a lancé une adjudication des obligations du Trésor indexées sur les marchés financiers locaux pour obtenir 70 millions de dollars américains au titre d'emprunt des opérateurs économiques. Et selon les communiqués parvenus à la rédaction de Libre Débat, les soumissionnaires intéressés par cette opération au profit du Trésor public ont été reçus mardi 11 mars au siège de la Banque centrale du Congo. L'opération intervient dans un contexte où l'État doit payer 123 millions de dollars américains au titre des salaires aux agents publics pour les comptes du mois de mars 2023. Cette adjudication suscite des inquiétudes. D'abord, parce que sa durée de remboursement est fixée à 2 ans, court jusqu'au 11 avril 2025. Ensuite, un taux d'intérêt est trop élevé, fixé de 9% long. Les gouvernements s'engagent au remboursement en dollars, pourtant la loi des finances fixe ces emprunts en francs congolais. On se souvient que le 17 février 2023, le ministre des Finances a fait adopter au Conseil des ministres une résolution suspendant les paiements de la dette intérieure, hormis celle déjà engagée. À la base, un déficit de 245,4 millions de dollars américains, occasionné principalement par les dépenses sécuritaires, la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que les fonctionnements des institutions. Malgré cette décision, le déficit public se creuse toujours. Terminons avec les confrères d'Africa News qui écrit dans la page numéro 5 « Fonction publique, les gouvernements rassurent l'UNAP sur son engagement de payer les agents à temps. Plus de nuages dans la paye des agents de l'État. Les gouvernements a rassuré les fonctionnaires sur son engagement de payer leurs salaires dans le délai. C'est dimanche ce qui ressort de la réunion que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenue jeudi 13 avril 2023 sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avec les délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. C'était en présence des vice-ministres des Finances et du Budget. Au cours de cette rencontre, il était question pour les banques gouvernementales de donner une information fiable sur les glissements enregistrés dans la paie des fonctionnaires des mois de février et mars. Les gouvernements a rassuré les syndicalistes de la mise en œuvre du mécanisme devant garantir la régularité de la paie des fonctionnaires. Fin de cette revue, merci de l'avoir suivi et restez suivre Ecofin Télévision. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici à présent le rappel des titres. La République démocratique du Congo, à travers son ministre de Finances, occupe désormais la présidence du groupe Afrique 2 des 23 pays africains, membres des institutions Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et puis vous avez suivi dans ces journaux, le gouvernement congolais a rassuré les fonctionnaires de l'État au cours d'une réunion présidée par les vice-ministres en charge de la fonction publique de son engagement de payer les arriérés de février et des mois de mars. C'est par ces rappels et titres que nous bouclons complètement ces journaux, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre,
où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.